Le 20e étage du Sterling Corporate transperçait la ligne d'horizon de Chicago comme une aiguille de verre, ses fenêtres reflétant la lueur ambrée de la ville. Henry Webb poussait son chariot de nettoyage dans le couloir en marbre, le grincement de ses roues résonnant sur les murs ornés de tableaux à l'huile, valant plus que son salaire annuel. Il travaillait de nuit depuis 3 ans, invisible aux yeux des cadres qui régnaient dans ses couloirs pendant la journée. La serpillière heurta le granit poli et il se figea. À travers le verre dépoli de la salle de conférence B, une silhouette était penchée sur la table en acajou. Amanda Blackwell, la PDG. La femme qui dirigeait les salles de réunion avec une précision chirurgicale était maintenant assise, tremblante. Son blazer de créateur était froissé, une main manucurée pressée désespérément contre sa tempe. Elle respirait par saccades, paniquée. Son œil gauche cligna une fois, puis deux, et Henry sentit son cœur se serrer d'angoisse. Il avait déjà vu ces symptômes. Un AVC imminent, fatal. Dans les 60 secondes qui suivirent, Henry Webb allait prendre une décision qui sauverait la vie d'Amanda Blackwell et changerait la leur à jamais. La main collieuse d'Henry hésita sur la poignée en laiton de la porte, tous ses instincts s'opposant au protocole. Il était le concierge de nuit, l'homme invisible qui vidait les poubelles et lavait les sols. Elle était Amanda Blackwell, la femme dont le visage ornait les couvertures de Forbes, dont les décisions faisaient fluctuer les cours de la bourse sur 3 continents. Mais à travers la vitre givrée, il la regardait laisser glisser son bras gauche sur la table, le visage déformé par la confusion, alors qu'elle essayait de se concentrer sur l'écran de son ordinateur portable. Les symptômes étaient ceux décrits dans les manuels: affaissement du visage, faiblesse du bras, élocution difficile lorsqu'elle essayait de parler. La défunte épouse de Henry, Rachel, lui avait martelé ces signes pendant ses 15 années en tant que spécialiste des accidents vasculaires cérébraux à l'hôpital général de Chicago. Rachel lui avait fait promettre de ne jamais ignorer ces signes avant-coureurs, quelle que soit la personne qui avait besoin d'aide. La porte de la salle de conférence s'ouvrit dans un murmure. Amanda redressa brusquement la tête au bruit, ses yeux luttant pour se fixer sur le visage de Henry. Lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, les mots sortirent épais et incompréhensibles. « Je vais bien. Je suis juste fatigué. » Mais sa main gauche était immobile sur la table en acajou, complètement insensible, lorsqu'elle essaya de la soulever. La terreur se peignit sur son visage lorsqu'elle comprit ce qui se passait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Henry avait déjà sorti son téléphone et composait le 911 avec une précision implacable. « Maman, tu fais une attaque. Essaie de rester calme. » Sa voix avait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait vu Rachel aider d'innombrables familles à traverser des crises médicales. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent de choc, non seulement à cause de ses mots, mais aussi à cause de la certitude absolue dans son ton. L'ambulance traversa à toute vitesse les rues désertes du centre-ville de Chicago, ses gyrophares rouges et bleus peignant le quartier des affaires de couleur urgente. Henry était resté auprès d'Amanda à chaque instant, la positionnant correctement pour éviter d'aggraver son état, vérifiant son pouls et sa respiration comme Rachel le lui avait appris lors de leur conversation nocturne sur les premiers secours. Les ambulanciers avaient semblé surpris lorsque ce concierge leur avait répondu avec une précision désinvolte, utilisant un jargon médical pour décrire l'apparition et l'évolution des symptômes avec une exactitude clinique. Alors qu'ils installaient Amanda sur la civière, elle parvint à attraper la manche d'Henry avec sa main valide. « Comment l'as-tu su ?» murmura-t-elle, son élocution déjà plus claire grâce aux médicaments thrombolytiques qui coulaient dans sa perfusion. Henry baissa les yeux vers cette femme forte qui semblait soudain si fragile, si profondément humaine. « Ma femme était spécialiste des AVC, » répondit-il simplement. « Elle m'a appris à ne jamais ignorer les signes. » Le matin, des visiteurs inattendus se présentèrent au petit appartement d'Henry et Millfield, une banlieue ouvrière située à 40 minutes au sud du centre-ville. Il venait de terminer le petit déjeuner de son fils de 8 ans, Oliver. Des œufs brouillés et des toasts découpés en forme de dinosaures, le même rituel qu'ils observaient depuis la mort de Rachel 2 ans plus tôt. On frappa à la porte. Amanda Blackwell apparut, semblant plus petite dans son jean et son simple pull bleu, sans son armure habituelle composée de tailleurs de créateurs. Elle tenait un bouquet de tournesol et arborait une expression que Henry ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer,
un mélange de gratitude et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Monsieur Webb, commença-t-elle avant de s'interrompre en secouant légèrement la tête. Je ne connais même pas votre prénom. Henry s'essuya les mains sur son jean délavé, très conscient de ses genoux usés à côté de ses vêtements probablement très chers. C'est Henry, maman. Comment te sens-tu? Oliver jeta un coup d'œil derrière les jambes de son père avec la curiosité intrépide de l'enfance, étudiant cette visiteuse inattendue de ses grands yeux bruns. Amanda s'accroupit à sa hauteur, son visage s'adoucissant en un sourire sincère que Henry soupçonnait peu de gens avoir jamais vu. « Et qui est ce beau jeune homme? » demanda-t-elle d'une voix chaleureuse qui semblait la surprendre elle-même. « C'est Oliver, » répondit Henry, posant une main protectrice sur l'épaule de son fils. « Ollie, voici Madame Blackwell. Elle était malade hier soir et papa l'a aidée à se sentir mieux. » Le sourire d'Amanda s'élargit, illuminant tout son visage. « Ton papa m'a sauvé la vie, Oliver. Tu sais à quel point cela le rend extraordinaire? » Oliver bombait le torse de fierté, rayonnant devant les louanges adressées à son héros. « Papa en sait beaucoup sur les gens malades parce que maman lui a tout appris avant de partir au ciel. » Ces mots innocents frappèrent d'Amanda comme un coup physique, et elle leva les yeux vers Henry, le visage soudainement éclairé par une compréhension soudaine. Voici un homme qui élevait seul son enfant, travaillant de nuit pour nourrir sa famille, et qui lui avait sauvé la vie grâce aux connaissances héritées de sa femme disparue. Le calcul de son sacrifice devint soudainement évident. Chaque heure qu'il passait à nettoyer les bureaux d'une entreprise était une heure loin de son fils. Chaque dollar qu'il gagnait lui coûtait son sommeil et son temps libre. « Je me demandais, » dit Amanda avec précaution en se redressant, « si vous accepteriez que je vous invite tous les deux à déjeuner. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur l'homme qui a vu ce que mes propres médecins n'ont pas vu. » Henry hésita, conscient du terrain glissant sur lequel il s'aventurait. La gratitude était une chose, mais le fossé entre leurs deux mondes était immense et infranchissable. Mais quelque chose dans l'expression d'Amanda, une solitude qui reflétait la sienne, le fit acquiescer lentement. « Oliver aimerait ça, » dit-il. « Il ne sort pas beaucoup le week-end. » Le restaurant choisi par Amanda surprit Henry. Ce n'était pas un établissement chic où il se serait senti mal à l'aise et déplacé, mais la crêperie Mel's, sur la vieille route 66, où les camionneurs et les familles ouvrières se rassemblaient autour de tables hautes pour manger des plats réconfortants et discuter franchement. Elle semblait différente ici, plus détendue, riant quand Oliver insistait pour commander des pancakes aux pépites de chocolat pour le déjeuner et lui apprenait à faire des tours avec des sachets de sucre. « Parlez-moi de votre femme, » dit-elle doucement. Pendant qu'Oliver était distrait par le jukebox vintage dans le coin, y glissant des pièces de 25 cents et s'amusant du mécanisme qui changeait les disques, les mains burinées de Henry inséraient sa tasse de café, puisant de la chaleur dans la céramique. Rachel avait travaillé pendant 15 ans au Chicago General, dans le service de rééducation des victimes d'AVC. Chaque soir, quand elle rentrait à la maison, elle me questionnait sur les symptômes, les réactions des patients, les protocoles médicaux. Elle disait « On ne sait jamais quand des connaissances médicales peuvent en sauver la vie de quelqu'un. » Il fit une pause, regardant Oliver sautiller au rythme d'une vieille chanson de Motown. Elle était morte 2 ans auparavant dans un accident de voiture, alors qu'elle rentrait chez elle après une double garde. Amanda tendit la main vers la table en mica rayé et effleura brièvement la sienne, un geste si doux qu'il eut la gorge serrée. « Je suis vraiment désolé, Henry, et tu élèves Oliver seul depuis. » Henry acquiesça, surpris de la facilité avec laquelle il lui parlait, de la façon dont elle l'écoutait, sans la pitié étouffante qu'il en était venu à redouter chez ses voisins bien intentionnés et les dames de l'Église. Il y avait quelque chose chez Amanda Blackwell qui invitait à la franchise. C'était peut-être la façon dont elle le regardait quand il parlait, comme si ses mots avaient vraiment de l'importance. « Ça a été dur, admit-il. Le travail de nuit est mieux payé, mais ça veut dire que je dors quand il est à l'école et que je travaille quand il dort. On passe les week-ends ensemble, au moins. C'est déjà ça. » Amanda scruta son visage avec une intensité qui le mit légèrement mal à l'aise. « Vous êtes un homme remarquable, Henry Webb, » dit-elle enfin. « Plus remarquable que vous ne le pensez. » Leur conversation se poursuivit pendant près de 2 heures, avec une aisance surprenante malgré leurs différences évidentes. Amanda parla de l'isolement de la vie de Carl,
Des réunions interminables et des luttes de pouvoir qui laissaient peu de place à de véritables relations humaines. Henry raconta les dernières aventures d'Oliver, ses difficultés en mathématiques et ses projets ambitieux de devenir chasseur de dinosaures ou pizzaiolo. Ce que je ne comprends pas, dit finalement Amanda en remuant la crème dans sa troisième tasse de café, c'est pourquoi mon médecin traitant n'a pas détecté les signes avant-coureurs que vous avez immédiatement repérés. Je souffre de maux de tête depuis des mois. J'ai des vertiges, des moments où je perds le fil de la conversation au milieu d'une phrase. Henry fronça les sourcils, ses connaissances médicales héréditaires lui mettant la puce à l'oreille. Ce sont des signes avant-coureurs classiques d'un AVC. Tout neurologue compétent aurait dû prescrire immédiatement des examens. IRM, scanner, bilan sanguin complet. Que t'a dit ton médecin? L'expression d'Amanda s'assombrit légèrement. Une ombre traversa son visage. Le Dr Patterson a dit que c'était le stress lié à mon poste. Il m'a prescrit des somnifères et m'a conseillé de prendre des vacances. Une sensation froide et désagréable envahit l'estomac d'Henry. Aucun médecin digne de ce nom ne négligerait ces symptômes chez une femme de 42 ans, surtout une femme aussi stressée et menant une vie aussi exigeante qu'Amanda. Soit le Dr Patterson était gravement incompétent, soit quelque chose de bien plus sinistre était en jeu, quelque chose qui rendait la santé déclinante d'Amanda Blackwell très commode pour quelqu'un d'autre. Henry garda ses pensées pour lui pour l'instant, mais le doute était semé. Vous devriez peut-être demander un deuxième avis, suggéra-t-il avec précaution. Quelqu'un qui ne connaît pas vos responsabilités au sein de l'entreprise pourrait avoir un regard neuf et voir les choses différemment. Amanda réfléchit à cette suggestion, observant distraitement Oliver qui essayait de programmer le jukebox pour qu'il joue sa chanson préférée en appuyant sur différentes combinaisons de boutons. « Vous savez, dit-elle lentement, vous avez peut-être raison. L'indépendance est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. » Au cours des 3 semaines qui suivirent, une amitié improbable naquit entre la PDG et le concierge. Amanda commença à se rendre au Mel's Pancake House tous les dimanches après-midi, toujours sous prétexte d'être dans le quartier, toujours avec de petits cadeaux pour Oliver. Du matériel artistique, des livres sur les dinosaures, un gant de baseball vintage qui avait appartenu à son frère. Henry l'observait avec son fils et voyait en elle quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé chez une personne aussi puissante. Une profonde solitude qui reflétait la sienne. Malgré ses maisons en papier et ses jets privés, Amanda Blackwell dînait seule tous les soirs et se réveillait dans le silence chaque matin. « Elle est triste comme tu l'étais avant, papa », lui avait chuchoté Oliver un soir après qu'Amanda les eut déposés à la maison, avant que tu ne recommences à sourire. Henry réalisa que son fils avait tout à fait raison. Pour la première fois depuis la mort de Rachel, il avait hâte de vivre autre chose que la simple survie au quotidien. Amanda avait insisté pour prendre en charge les frais de scolarité d'Oliver pour l'année, un geste qui remplissait Henry de gratitude tout en blessant sa fierté. « Ce n'est pas de la charité », avait-elle dit fermement lorsqu'il avait tenté de protester. « C'est un investissement dans un enfant dont le père m'a sauvé la vie. Considérez cela comme une bourse d'études. » Elle avait également commencé à envoyer des SMS à Henry tout au long de la semaine. Des photos de coucher de soleil depuis la fenêtre de son bureau, des articles amusants qu'elle pensait qu'il apprécierait, des questions sur les derniers projets d'Oliver. Henry se surprit à attendre avec impatience ces petits moments de connexion, ces aperçus de la personne qui se cachait derrière la façade de l'entreprise. Il commença à répondre avec des photos des dessins d'Oliver, des nouvelles de leurs aventures du week-end, parfois une photo de quelque chose de beau qu'il avait remarqué pendant ses nuits de travail solitaires. Ils étaient en train de construire quelque chose de fragile et de précieux, même si aucun des deux n'osait le nommer. Le 4e dimanche, Amanda ne se présenta pas au restaurant. Henry se dit que ce n'était pas grave, qu'il avait été naïf d'espérer que leur amitié inhabituelle dure indéfiniment. Les gens comme Amanda Blackwell ne nouaient pas de relation avec des gens comme lui. Finalement, la réalité reprit le dessus et le rêve prit fin. Mais lorsque le lundi soir le ramena chez Sterling Corporate pour son tour de nettoyage, il trouva Amanda affalée sur son bureau à 2h30 du matin, et cette fois, ses symptômes étaient différents, mais tout aussi terrifiants. Sa main droite tremblait de manière incontrôlable alors qu'elle essayait de signer des documents, et lorsqu'elle leva les yeux vers lui,
Ses pupilles étaient de taille complètement différente. L'une dilatée, l'autre contractée. « J'appelle le 911, dit immédiatement Henry. Mais Amanda secoua la tête avec une urgence désespérée. « Non, je vous en prie, si le conseil d'administration apprend que j'ai d'autres problèmes de santé, ils me démettront de mes fonctions de PDG. » Wilson Hart attendait une excuse pour organiser un coup d'État. Les doigts d'Henry s'immobilisèrent sur son téléphone tandis qu'il réfléchissait au dilemme d'Amanda. Elle était prise entre sa santé et sa carrière, entre sa survie et l'empire qu'elle avait mis des décennies à bâtir. « Amanda, vous pourriez avoir une autre attaque cérébrale. C'est votre vie qui est en jeu. » Mais même en prononçant ces mots, il comprenait la situation impossible dans laquelle elle se trouvait. Une PDG présentant des signes de graves problèmes neurologiques serait destituée plus vite que le temps nécessaire pour remplir les papiers. « Laissez-moi vous conduire à l'hôpital, » proposa Henry. « Nous dirons que vous y allez pour des examens de routine, des soins préventifs. Pas d'ambulance, pas d'avis à l'entreprise, pas de drame aux urgences. » L'expression reconnaissante d'Amanda lui serra la poitrine d'une émotion qu'il n'était pas prêt à reconnaître. Ils entraient dans un territoire qui allait bien au-delà de la gratitude, dans quelque chose qui pouvait compliquer leurs deux vies d'une manière à laquelle ils n'étaient pas préparés. Les urgences du Chicago General étaient comme une plongée dans le passé d'Henry. C'était dans ces couloirs que Rachel avait travaillé, où il avait passé d'innombrables heures à l'attendre à la fin de ses gardes, où elle lui avait appris à lire les dossiers médicaux et à comprendre le langage des urgences. Le Dr. Sarah Chen, une ancienne collègue de Rachel, examina rapidement les symptômes d'Amanda et ordonna immédiatement un examen neurologique complet. « Ce ne sont pas des symptômes de stress », leur dit-elle sans détour. « Il s'agit d'un grave dysfonctionnement chimique du cerveau. Nous devons en trouver la cause avant que des dommages irréversibles ne surviennent. » Pendant qu'ils attendaient les résultats des tests dans une salle d'examen stérile, Amanda saisit la main d'Henry avec une urgence surprenante. « Merci, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour ce soir, mais pour m'avoir vu. Pour m'avoir vraiment vu comme une personne, pas seulement comme un titre, un compte en banque ou un actif de l'entreprise. » Henry baissa les yeux vers leurs doigts entrelacés, ses ongles manucurés contre sa peau rugueuse par le travail, sa montre coûteuse à côté de la vieille Timex de son père. « Quelqu'un m'a dit un jour que tout le monde mérite d'être traité d'abord comme un être humain, » dit-il doucement. « Ma femme croyait que chaque patient était la personne la plus importante au monde pour quelqu'un. » Le docteur Chen revint avec des résultats qui firent pâlir Amanda et mirent en alerte la formation médicale d'Henry. Les scanners cérébraux révélaient plusieurs petites zones endommagées correspondant à des mini-AVC répétés, du type de ceux qui passent souvent inaperçus, mais qui indiquaient de graves problèmes cardiovasculaires sous-jacents. « Madame Blackwell, vous devez être prise en charge immédiatement, » expliqua le Dr. Chen d'une voix grave, lourde du poids du diagnostic. « Des anticoagulants, des changements de mode de vie et, surtout, nous devons identifier la cause de ces épisodes. Ce n'est pas un hasard. Il y a une cause sous-jacente qui nous échappe. Quelque chose de systématique. » Amanda serra plus fort la main d'Henry, perdant enfin son sang-froid. « Mon médecin traitant me suit depuis des mois. Le Dr. Patterson m'a assuré que tout était normal. » L'expression du Dr. Chen devint troublée, puis soupçonneuse. « J'aimerais examiner les résultats de ces tests, si vous le permettez, car ce que je vois ici suggère soit une négligence médicale grave, soit quelque chose de bien plus délibéré. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation, et Henry sentit la main d'Amanda se mettre à trembler, non pas à cause de symptômes neurologiques cette fois, mais de pure peur. Quelqu'un pouvait délibérément ignorer ses problèmes de santé, laissant son état se détériorer pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la médecine et tout à voir avec le pouvoir. « Le Dr. Patterson était mon médecin depuis 5 ans, » dit Amanda lentement. « Il fait partie du conseil médical de Sterling Corporate. Il est très recommandé. Il s'occupe de tous les examens médicaux des cadres. » L'esprit d'Henry envisageait déjà toutes les possibilités. Aucune n'était bonne, un médecin ayant accès à l'historique médical complet d'Amanda. Quelqu'un qui pouvait manipuler les résultats des tests ou retarder un diagnostic critique. Quelqu'un qui avait peut-être des raisons financières de maintenir la PDG de Sterling Corporate dans un état de santé déclinant. « Nous devons voir ces résultats d'examen, » dit Henry d'un ton grave. « Tous. Et nous devons les voir ce soir. Ce qu'ils découvrirent dans toute la dans le dossier médical d'Amanda au cours des heures qui suivirent
rendit Henry malade. Tous les examens sanguins, tous les scanners, toutes les procédures diagnostiques avaient été subtilement falsifiées. Pas suffisamment pour être manifestement faux, mais suffisamment pour masquer les lésions cardiovasculaires progressives qui auraient dû déclencher une intervention immédiate plusieurs mois plus tôt. La tension artérielle d'Amanda avait été déclarée normale, alors qu'elle était en réalité dangereusement élevée. Son taux de cholestérol avait été falsifié à la baisse, ses marqueurs inflammatoires minimisés, ses tests neurologiques délibérément mal interprétés. Quelqu'un ayant des connaissances médicales et un accès administratif avait systématiquement dissimulé la détérioration de la santé d'Amanda, jouant avec sa vie à des fins inconnues mais sans doute sinistres. Wilson Hart, murmura Amanda alors que les preuves s'accumulaient. Il se positionne comme mon successeur depuis 2 ans. Si je mourais ou devenais médicalement incapable, il prendrait automatiquement le contrôle de l'entreprise. Henry fixait les documents falsifiés étalés sur la table de conférence de l'hôpital, les mains tremblantes de rage devant la cruauté calculée de tout cela. « Nous devons contacter le FBI, dit Henry. Mais Amanda secoua la tête avec un pragmatisme amer. Avec quelles preuves concrètes? Hart est trop intelligent pour laisser des traces évidentes, et le Dr. Patterson prétendra qu'il a suivi les protocoles standards. Si je porte des accusations que je ne peux pas prouver de manière définitive, Hart détruira ma réputation et mon entreprise avant que je puisse rassembler plus de preuves. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite salle de conférence comme un animal en cage, son esprit élaborant déjà des scénarios de guerre d'entreprise. D'ailleurs, qui croirait qu'un PDG d'une entreprise de Fortune 500 a été sauvé à plusieurs reprises par un concierge de nuit qui a appris la médecine grâce à sa femme décédée? Cette histoire semble tout droit sortie d'un roman. Ces mots blessèrent Henry, non pas parce qu'ils étaient destinés à le blesser, mais parce qu'ils mettaient en évidence la réalité brutale de leur situation. Dans le monde d'Amanda, fait de salles de réunion et de personnes influentes, ses connaissances ne signifiaient rien sans les qualifications requises, la formation adéquate et un statut social acceptable. C'est peut-être justement pour cela que cette histoire est importante, dit Henry doucement, une idée commençant à prendre forme dans son esprit. C'est peut-être le fait que je ne suis personne de spécial qui rend ce récit si puissant. Un concierge issu de la classe ouvrière, ayant hérité de connaissances médicales, sauvant la vie d'une PDG, non pas une, mais 2 fois, alors que son médecin privé coûteux n'avait pas vu les signes avant-coureurs évidents. Les médias adoreraient cette histoire. Amanda cessa d'arpenter la pièce et le fixa d'un regard où se mêlaient espoir et terreur. « Que suggérez-vous exactement? » Henry prit une profonde inspiration, sachant que ce qu'il s'apprêtait à proposer changerait irrévocablement leurs 2 vies. Nous rendons l'histoire publique, nous racontons tout. Comment un concierge a repéré des symptômes qu'un médecin certifié a pourtant manqués? Comment la médecine d'entreprise a échoué là où l'observation humaine élémentaire a réussi? Si Hart avait prévu de prendre le pouvoir après votre mort ou votre incapacité, le fait que votre survie fasse la une des journaux nationaux ruinerait complètement son plan. Le plan était audacieux dans sa simplicité et terrifiant dans ses implications. Henry raconterait son histoire aux médias. Le concierge de nuit dont les connaissances médicales de sa défunte épouse avaient sauvé la vie d'Amanda Blackwell à 2 reprises alors que son médecin personnel avait manqué les symptômes classiques d'un AVC. L'angle humain serait irrésistible. David contre Goliath, le héros de la classe ouvrière, le triomphe de la décence humaine fondamentale sur l'indifférence des entreprises. Si Hart ait orchestré cette conspiration médicale, expliqua Henry, l'attention du public le forcera à agir. Il devra faire quelque chose pour se protéger. Et quand il le fera, nous serons prêts à le documenter. Amanda scruta son visage avec un mélange d'admiration et d'horreur. Vous parlez de détruire votre vie privée, Henry. Ta vie tranquille, la sécurité d'Oliver, ta capacité à travailler dans l'anonymat. Tu sacrifierais tout. Henry pensa à son fils, au monde qu'il voulait lui laisser, à la conviction fondamentale de Rachel que les connaissances médicales devaient servir l'humanité, quel que soit le statut social. Certaines choses balèquent le sacrifice. L'histoire éclata un mardi matin comme une bombe dans le paysage médiatique. Le Chicago Tribune la publia une première page avec un titre qui captura l'imagination du public. Les connaissances médicales d'un agent d'entretien de nuit sauvent la vie d'un PDG à 2 reprises. À midi, tous les grands médias du pays reprenaient l'histoire sous différentes formes,
Et le téléphone d'Henry n'avait pas cessé de sonner depuis 6 heures du matin. Des camions de télévision étaient garés devant son immeuble et les journalistes lui collaient leur micro sous le nez chaque fois qu'il essayait de sortir. Oliver était en sécurité à l'école, mais Henry savait que leur vie tranquille était finie pour toujours. L'appel le plus important est venu de l'agent du FBI Sarah Martinez, qui enquêtait depuis 8 mois sur des irrégularités financières chez Sterling Corporate dans le cadre d'une enquête plus large sur des fraudes dans le domaine de la santé. Monsieur Webb a-t-elle dit d'une voix empreinte de l'autorité des forces de l'ordre fédéral? Nous recherchons précisément le type de témoignage que vous pouvez nous fournir. Êtes-vous prêt à nous aider à monter un dossier pénal contre des personnes qui ont mis la vie de Mme Blackwell en danger? Henry regarda par la fenêtre le cirque médiatique que sa vie était devenue et pensa à Amanda, à Oliver, à toutes les personnes qui pourraient être sauvées s'il parvenait à arrêter Hart et son complot. « Oui, répondit-il sans hésiter, mais je veux des garanties quant à la sécurité d'Amanda. Elle est une victime dans cette affaire, pas une complice. » L'agent Martinez lui assura qu'Amanda serait traitée comme un témoin et non comme une suspecte. Quelques heures plus tard, Henry se retrouva dans un bâtiment fédéral du centre-ville, racontant son histoire à une salle remplie d'enquêteurs qui buvaient ses paroles. Son accent populaire et sa sincérité évidente faisaient de lui un témoin convaincant. Et lorsqu'il décrivit les symptômes d'Amanda à l'aide des connaissances héritées de sa défunte épouse, plusieurs agents chevronnés durent détourner le regard. « Je n'ai pas sauvé Amanda Blackwell parce qu'elle était PDG, leur dit Henry. Je l'ai sauvée parce qu'elle était un être humain en crise médicale et que j'avais les connaissances nécessaires pour l'aider. C'est ce que Rachel aurait voulu que je fasse. » L'enquête du FBI a avancé à une vitesse surprenante une fois qu'ils ont eu le témoignage d'Henry et le dossier médical d'Amanda comme preuve. Hart avait fait preuve d'une confiance arrogante, laissant derrière lui des traces numériques qui le reliaient au Dr. Patterson par le biais d'une série de comptes offshore et de sociétés écrans. Le médecin recevait régulièrement des paiements déguisés en honoraires de consultation avec des primes liées à la détérioration de l'état de santé d'Amanda. En moins de 2 semaines, les 2 hommes ont été arrêtés par les autorités fédérales et inculpés de complot, de fraude à l'assurance maladie et de tentative de meurtre. Le Conseil de l'Ordre des médecins a immédiatement retiré son autorisation d'exercer au Dr. Patterson et les avoirs de Hart ont été gelés dans l'attente de son procès. Henry a témoigné devant un grand jury fédéral. Sa dignité tranquille et son honnêteté évidente ont fait de lui un témoin extrêmement crédible. Les procureurs lui ont dit plus tard que son témoignage avait été la pierre angulaire de leur dossier, l'élément humain qui avait rendu réel et urgent des crimes financiers abstraits. Hart a finalement été condamné à 25 ans de prison fédérale, tandis que le Dr. Patterson a été condamné à 15 ans et à la révocation permanente de son droit d'exercer la médecine. Le conseil d'administration de Sterling Corporate a subi une restructuration complète et a adopté de nouvelles politiques exigeant une surveillance médicale indépendante pour tous les programmes de santé destinés aux cadres. Amanda a été innocentée publiquement et professionnellement. Sa réputation a non seulement été rétablie, mais également renforcée par sa coopération avec les enquêteurs fédéraux. Mais cette victoire personnelle a eu un coût inattendu que ni Henry ni Amanda n'avaient pleinement anticipé. L'attention des médias avait fait de Henry une célébrité mineure, ce qu'il détestait, et l'avait également rendu inemployable dans son ancienne profession. Les entreprises de nettoyage ne voulaient pas embaucher quelqu'un qui pourrait reconnaître leurs clients à la télévision. Amanda a essayé de lui offrir un poste dans le nouveau programme de bien-être des employés de Sterling, mais Henry a décliné avec une douce fermeté. « J'apprécie ton offre plus que tu ne le sais », a-t-il dit à Amanda dans son bureau pour la dernière fois, entouré des meubles coûteux et des récompenses d'entreprise qui représentaient son univers. Mais je pense que nous comprenons tous les deux que le cirque médiatique a tout changé entre nous. L'expression soigneusement contrôlée d'Amanda s'est légèrement fissurée, révélant la femme vulnérable qu'il avait découverte dans la salle de conférence quelques mois plus tôt. « Est-ce que cela doit tout changer ?» demanda-t-elle doucement, et Henry entendit dans sa voix la solitude qu'aucun succès professionnel ne pouvait combler. Il regarda autour de lui. Les vastes fenêtres donnant sur le lac Michigan, les symboles de pouvoir et de réussite qui sépareraient toujours leur monde. « Je pense que c'est déjà le cas, » dit-il doucement. « Mais cela ne signifie pas que ce qui s'est passé entre nous était mal.
C'était probablement la meilleure chose que nous ayons faite depuis des années. Amanda acquiesça lentement, une compréhension mutuelle les traversant comme un courant électrique. Ils s'étaient sauvés l'un l'autre d'une manière qui transcendait la médecine. Mais certains ponts ne sont faits pour être traversés qu'une seule fois. Un an plus tard, Henry se tenait dans la pièce principale ensoleillée de son studio d'art-thérapie, regardant Oliver aider un vieil homme victime d'un AVC à réapprendre à tenir un pinceau avec confiance et patience. Le studio d'art Segenside occupait le rez-de-chaussée de ce qui avait autrefois été un prestigieux bâtiment satellite d'une entreprise, acheté grâce à l'argent provenant de la vente du livre et des conférences qui avaient suivi le procès. Amanda avait restructuré son entreprise autour de la santé et du bien-être de ses employés, déménageant dans un siège social plus petit de l'autre côté de la ville, mais Henry savait qu'elle passait toujours devant son studio tous les vendredis après-midi. Il voyait sa berline noire familière ralentir en passant, apercevant sa silhouette derrière les vitres teintées, mais elle ne s'arrêtait jamais et ne reconnaissait pas sa présence. Oliver lui avait demandé un jour pourquoi la jolie dame aux fleurs ne venait plus, et Henry avait eu du mal à lui expliquer les concepts d'amour et de perte que même les adultes ont du mal à appréhender. Parfois, les gens s'aiment d'une manière qui ne correspond pas aux catégories habituelles. Il avait finalement répondu à son fils, « Cela ne rend pas cet amour moins réel ou moins important. » Oliver avait accepté cette explication avec la sagesse qui vient parfois aux enfants, qui ont appris tôt que la vie ne suit pas toujours le scénario des contes de fées. Mais aujourd'hui, c'était différent. Alors que Henry nettoyait ses pinceaux dans la petite cuisine de l'atelier, il remarqua que la voiture d'Amanda était garée de l'autre côté de la rue depuis plus longtemps que d'habitude. À travers les grandes fenêtres, il la vit sortir et s'approcher de la porte d'entrée, portant quelque chose enveloppé dans du papier brun. Elle posa le paquet contre la porte sans frapper, puis retourna à sa voiture et partit. Henry attendit plusieurs minutes avant de récupérer le paquet, qu'il déballait pour découvrir une peinture, amateur mais pleine d'émotion, représentant Henry et Oliver travaillant ensemble dans l'atelier, peinte du point de vue de quelqu'un qui les observait à travers la vitre. Au dos, de l'écriture soignée d'Amanda, figuraient 3 mots. « Ce que je vois ». Henry examina longuement le tableau, reconnaissant l'amour et la perte qui se dégageaient de chaque coup de pinceau, la façon dont elle avait capturé la lumière tombant sur le visage concentré d'Oliver. L'attention bienveillante dans la posture d'Henry alors qu'il guidait les efforts artistiques de son fils. Le lundi suivant, Henry plaça son propre tableau près de la porte, une aquarelle représentant Oliver apprenant à peindre des tournesols et un vieil homme victime d'un accident vasculaire cérébral. L'image capturait l'espoir et la guérison, ainsi que le beau passage du savoir d'une génération à l'autre. Il l'intitula simplement « Ce que nous devenons ». Le vendredi après-midi, la voiture d'Amanda arriva à l'heure prévue, et Henry regarda par la fenêtre tandis qu'elle découvrait sa réponse. Elle examina le tableau pendant plusieurs minutes avant de le placer soigneusement dans sa voiture, à côté du sien. Ce rituel se poursuivit au fil des saisons. Chaque vendredi, Amanda se garait de l'autre côté de la rue et observait l'atelier pendant exactement 10 minutes avant de repartir. Parfois, elle apportait une peinture, parfois elle restait simplement assise dans sa voiture à observer, et de temps en temps, Henry croisait son regard à travers la fenêtre, et ils se regardaient à travers la distance qui était devenue leur moyen de rester en contact, sans franchir les limites qui ne pouvaient être franchies. Oliver s'était habitué à ces visites du vendredi après-midi, les acceptant avec la profonde sagesse qui vient parfois aux enfants qui ont appris tôt que l'amour se manifeste sous de nombreuses formes différentes. « Elle n'a pas besoin d'entrer, papa », dit-il à Henry un après-midi de décembre enneigé, alors qu'il regardait la voiture d'Amanda disparaître au coin de la rue. « Elle a juste besoin de savoir que nous sommes toujours là, que tout va bien. » Henry regarda les empreintes d'Amanda dans la neige, qui commençaient déjà à s'estomper, et s'émerveilla de la compréhension intuitive de son fils pour les émotions complexes des adultes. Alors que l'hiver s'installait sur Chicago avec son étreinte familière de vent froid et de nuits précoces, Henry trouva une paix inattendue dans le rythme de sa vie transformée. Enseigner l'art-thérapie à des victimes d'AVC lui donnait un but que son travail précédent ne lui avait jamais procuré. Voir Oliver devenir un enfant de 9 ans sûr de lui, capable d'expliquer l'anatomie du cerveau à des visiteurs curieux, le rendait fier d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Accepter la présence discrète d'Amanda le vendredi après-midi
comme une bénédiction qui ne nécessitait ni explication ni résolution, lui procurait une stabilité émotionnelle qu'il ne pensait jamais retrouver. Il y avait des moments où il se demandait ce qui aurait pu être possible s'ils avaient été des personnes différentes issues du même milieu social, libres d'aimer sans le poids de l'attention des médias et des différences de classe. Mais ces moments passaient comme la neige fondant sur une vitre chaude, laissant derrière eux quelque chose de plus clair et de plus durable qu'un fantasme romantique. Henry avait appris que certaines relations transcendaient le besoin humain de définition ou de résolution conventionnelle. Certaines relations étaient destinées à exister dans les espaces entre les catégories traditionnelles, exprimant l'affection par la distance plutôt que par la proximité, par le respect plutôt que par la possession. Ce qui existait entre Henry Webb et Amanda Blackwell n'avait désormais plus de nom dans aucune langue, aucun précédent culturel qui expliquait leur chorégraphie minutieuse de présence et d'absence, de voir et d'être vu sans avoir besoin de conversation ou de contact physique. Mais chaque vendredi après-midi, lorsque la voiture d'Amanda apparaissait de l'autre côté de la rue et qu'Henry levait les yeux de son chevalet pour croiser son regard à travers la fenêtre de l'atelier, ils comprenaient tous deux que certaines distances étaient sacrées. Elle renfermait un amour plus authentique que le contact physique ne pourrait jamais contenir. Dans cette compréhension mutuelle, ils avaient trouvé quelque chose de plus rare que l'amour, un lien qui honorait ce qu'ils avaient partagé tout en respectant ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Le studio d'art-thérapie prospéra grâce au bouche à oreille sur l'approche unique d'Henry en matière de rééducation après un AVC, sa capacité à combiner ses connaissances médicales et l'expression créative pour aider les patients à retrouver une partie d'eux-mêmes qu'ils pensaient perdue à jamais. Les professionnels de santé commencèrent à lui envoyer des patients. Les compagnies d'assurance prirent en charge ses séances et Oliver grandit entouré d'une communauté de personnes qui apprenaient à guérir grâce à la créativité et à la détermination. Les vendredis après-midi, lorsque le dernier patient était rentré chez lui et que le père et le fils nettoyaient leurs pinceaux dans un silence confortable, Henry apercevait parfois le reflet d'Amanda dans les vitres de l'atelier. Pas sa présence physique, mais l'influence qu'elle avait eue sur leur vie. La façon dont son bref passage dans leur monde leur avait ouvert des possibilités qu'aucun d'eux n'avait imaginées auparavant. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que Henry et Amanda étaient devenus l'un pour l'autre. Aucune catégorie conventionnelle qui puisse contenir leur danse permanente entre connexion et séparation. Mais dans l'espace entre ce qui était et ce qui aurait pu être, ils avaient créé quelque chose de beau et de durable. Un amour qui n'exigeait pas de consommation, une attention qui ne nécessitait pas de possession, un lien qui se renforçait par la retenue plutôt que par l'indulgence. Chaque vendredi après-midi, lorsque leurs regards se croisaient à travers la distance qui séparait leur monde, ils renouvelaient une promesse tacite d'honorer ce qu'ils avaient partagé, tout en protégeant ce qu'ils avaient appris à chérir plus que leurs propres désirs. Et dans ce moment hebdomadaire de reconnaissance, ils trouvaient une plénitude à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, mais qu'ils avaient tous deux gagné à travers la perte, le courage et la sagesse tranquille qui vient de la compréhension profonde de ce que signifie sauver la vie de quelqu'un.